En France aujourd'hui, pour beaucoup, la montagne est un loisir. Pour d'autres, c'est un terrain d'entraînement et d'engagement opérationnel. Les soldats de montagne, appelés les Diables Bleus depuis la Grande Guerre, ont leur propre code, leur propre tradition. Et les plus illustres d'entre eux sont entrés dans la légende. Comment les troupes de montagne sont-elles devenues un corps d'élite de l'armée française? La réponse se trouve dans les archives de 130 ans d'histoire militaire. L'histoire des troupes de montagne prend sa source à la fin du XIXe siècle. À l'exemple du voisin italien, il faut des hommes spécialement entraînés pour tenir les Alpes et assurer des missions de surveillance de cette véritable forteresse naturelle. Les troupes de montagne sont nées en 1888, à la fin de l'année de 1888, avec un décret de décembre, des bataillons qui ont eu donc une vocation alpine d'occuper les différents points hauts des Alpes face à la menace grandissante des États d'Italie. Isolés sur les cimes, des postes d'observation jalonnent la frontière franco-italienne. Les conditions de vie y sont rudes et le ravitaillement se fait essentiellement à dos de chiens ou de mulets. Les skis sont arrivés dans les troupes de montagne de façon très personnelle, puisqu'il s'agit du capitaine Clerc, au début du XXe siècle, qui reçoit en fait une paire de skis en cadeau de son épouse. Le capitaine Clerc va très rapidement développer l'utilisation de ces skis et va également mettre sur pied un magasin qui va fabriquer en fait les skis. Avec la pratique, les skis montrent rapidement leur supériorité tactique sur la raquette à des altitudes toujours plus élevées. Lorsqu'éclate la Grande Guerre, la mobilisation est générale et les bataillons de chasseurs alpins sont envoyés sur tous les fronts. Les Alpins n'échappent pas à cette mobilisation générale. Bien entendu, les Alpins seront employés non dans leur spécificité immédiate, d'abord à Verdun, sur les chemins des Dames, sur la Somme, mais ils seront surtout employés en 1915 dans les Vosges. Et là, ce sera vraiment un épisode pour eux sanglant. Mais ils seront donc déployés sur les sommets des Vosges, dans leur terrain montagneux, le terrain qu'ils privilégient. Les Allemands ont été très subjugués et émerveillés par la ténacité de ces troupes. Ils les appellent au départ les Diables Noirs. Puis l'expression va se décliner en Diable Bleu, eu égard à la tenue bleue des chasseurs que nous portons encore aujourd'hui. Plus de 100 000 soldats tomberont effectivement lors de ces différents conflits, et le chasseur alpin est vu comme un soldat d'élite à part entière. Les pics, les glaciers et les neiges n'existent pas seulement sur certaines de nos frontières. Aussi bien, nos troupes de montagne pourraient être... Entraînement poussé, ascension de nombreux sommets, pendant l'entre-deux-guerres, les nouvelles sections d'éclaireurs skieurs se perfectionnent. C'est dans cet esprit qu'est créée l'école militaire de haute montagne. Les stagiaires apprennent à vivre, mais aussi à combattre, dans des reliefs tourmentés. En 1940, l'Europe et bientôt le monde s'embrasent. Lorsqu'éclate le conflit, les chasseurs alpins sont envoyés en Norvège pour écrire un épisode méconnu de l'histoire. Par un froid extrême, les chasseurs alpins libèrent Narvik, ville stratégique pour l'Allemagne nazie. Une victoire qui sera rapidement occultée par l'armistice. Durant l'occupation, l'armée des Alpes fournit de nombreux cadres au mouvement de résistance, comme dans le Vercors. Difficile d'accès, les terrains de jeu des Alpins abritent les activités de l'armée secrète. En effet, les troupes alpines soit sont démobilisées, soit elles vont rapidement rejoindre le maquis. Et ce sera des personnes comme Tom Morel, le capitaine Bull, qui vont réussir à mobiliser donc, ces troupes alpines dispersées pour créer des poches de résistance et faire face aux Allemands qui occupent donc les vallées et qui auront bien du mal à déloger ces maquisards sur les plateaux hauts.
La France, elle, redevient la France libre des grands jours. Dès l'automne 1944, la majorité des départements alpins sont libérés. Mais l'ennemi germano-italien se réfugie encore dans les Hautes-Vallées. La libération a été menée par le général Valette d'Auzia. Ça a été la personnalité incontournable pour les Alpins dans la mesure où il a dirigé et commandé donc, les forces de libération. Et il a surtout recréé la 27e division alpine face à l'ennemi allemand. Un temps dissoute, puis reconstituée, la 27e division d'infanterie alpine est envoyée presque aussitôt en Algérie, dans les massifs de la Grande Kabylie. Durant 7 ans, la division va participer aux opérations militaires. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'engagement en Autriche, les troupes de montagne vont pouvoir déployer tout leur savoir-faire en moyenne et haute montagne en Algérie, ce qui va être très précieux. Les troupes de montagne obtiennent des succès déterminants face à une rébellion réfugiée sur les hauteurs. La division entretient aussi un lien étroit avec la population locale grâce à son action dans les domaines de la santé et de l'éducation. À l'issue de la guerre d'Algérie, les troupes de montagne retrouvent leur garnison en France. Elles multiplient les grandes manœuvres dans les Alpes et participent aux grands événements montagnards tels que les Jeux Olympiques de 1968. Les troupes de montagne entament ensuite une véritable reconquête des opérations. Cette histoire des reconquêtes, elle va se faire en 3 temps. Au début des années 80 avec l'engagement au Liban, après que la division ait intégré la force d'action rapide, puis avec l'engagement dans les Balkans, où là c'est véritablement la spécificité montagne qui va être mise en lumière et qui va démarquer les troupes de montagne des autres troupes dites d'élite. Et dernière phase, c'est la guerre en Afghanistan, où là, véritablement, les troupes de montagne ont été reconnues et ont été envoyées pour leur capacité à évoluer dans des milieux montagneux. Côte d'Ivoire, République centrafricaine, Sahel. Au fil du temps, le cadre d'emploi de ce réservoir d'hommes s'est élargi à toutes les opérations extérieures. On est sur un véritable changement par rapport à leur création, où les troupes de montagne, aujourd'hui, peuvent aussi intervenir dans le désert malien ou dans toute autre zone d'intervention de l'armée française. Ce changement intervient dans leur appellation même. On ne parle plus aujourd'hui de troupes alpines, mais de troupes de montagne. Les combattants montagnards d'aujourd'hui sont toujours ces soldats humbles et passionnés qui forgent leur caractère dans le milieu exaltant et exigeant de la montagne. Les exploits du groupe militaire de haute montagne le hissent au plus haut niveau des réalisations de l'alpinisme international. Les athlètes de l'équipe de France militaire de ski, issus des troupes de montagne, sont aussi le reflet de cette excellence. Sur les crêtes, les premières victoires sont celles que l'on remporte sur soi-même. Aujourd'hui, la 27e brigade d'infanterie de montagne est la garante des capacités de l'armée de terre à combattre en montagne. Chasseurs et artilleurs, cavaliers et transmetteurs, sapeurs légionnaires, les soldats de montagne d'active ou de réserve excellent dans tous les théâtres d'opération où la France a décidé de combattre. Ces précurseurs de la pratique du ski développent aujourd'hui encore des savoir-faire audacieux. Car la qualité première de ces hommes est de s'adapter à leur environnement.